Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la science, le tableau périodique. Alors je sais, ça peut rappeler des souvenirs de cours de chimie un peu austères, mais oubliez tout ça. On va voir ensemble que ce tableau, ce n'est pas juste un poster un peu intimidant, c'est en fait une carte, une sorte de carte au trésor pour comprendre les briques fondamentales qui composent absolument tout ce qui nous entoure. Il faut se mettre à la place des scientifiques du 19e siècle. Ils découvraient de nouveaux éléments, un peu dans le désordre. Chacun avec ses propriétés, sa masse, sa réactivité, un vrai bazar. La question qui brûlait toutes les lèvres, c'était comment est-ce qu'on peut bien mettre de l'ordre là-dedans? Comment trouver une logique, un système pour classer tous ces ingrédients de base de l'univers? Et c'est là qu'un vrai génie entre en scène, Dimitri Mendeleïev. En 1869, attention, on ne connaît que 68 éléments. Et lui, il a une vision absolument incroyable. Il ne se contente pas de ranger ce qu'il connaît. Non, son coup de génie, c'est de laisser des cases vides. En gros, il parie sur l'avenir en prédisant l'existence d'éléments qu'on n'avait pas encore trouvés et même leurs propriétés. Et le plus fou, c'est que les 118 éléments qu'on connaît aujourd'hui viennent se nicher parfaitement dans son plan d'origine. C'est juste bluffant. Bon, alors, explorons cette fameuse carte. Le tableau périodique, ce n'est vraiment pas qu'une simple liste. C'est une représentation visuelle d'une loi fondamentale, la loi périodique. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que les propriétés des éléments reviennent de façon cyclique, prévisible. Chaque emplacement sur cette carte a un sens bien précis. Et comme pour n'importe quelle carte, la première chose à faire, c'est d'apprendre à lire la légende. Pour notre tableau, c'est pareil. Chaque élément possède une sorte d'adresse atomique qui nous dit absolument tout sur lui, qui il est et comment il va se comporter. Allez, c'est parti, on apprend à décoder tout ça. On commence avec ce qu'on pourrait appeler la latitude de notre carte, les périodes. Ce sont tout simplement les 7 lignes horizontales. Le truc à retenir, c'est que chaque fois qu'on descend d'une ligne, on ajoute une nouvelle couche d'énergie pour les électrons de l'atome. C'est un peu comme si on ajoutait un étage à un immeuble. Plus on descend, plus l'immeuble est grand. Et maintenant, la longitude, les groupes, ce sont les 18 colonnes verticales. Et là, c'est vraiment là que la magie opère. Tous les éléments qui sont dans la même colonne partagent un point commun essentiel. Ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche la plus externe, celle qu'on appelle la couche de valence. Et comme ce sont ces électrons-là qui font toute la chimie, eh bien les éléments d'un même groupe, c'est une vraie famille. Ils ont des personnalités chimiques très similaires. Alors si les lignes et les colonnes sont les coordonnées, on peut voir les blocs comme les grands continents de notre carte. On voit bien qu'elle est divisée en plusieurs zones, S, P, D, F. Pas besoin de paniquer avec ces lettres. Il faut juste savoir que l'appartenance à un bloc nous renseigne sur la forme des maisons des électrons les plus importants. C'est un niveau de détail en plus qui affine encore notre connaissance de l'élément. Mettons ça en pratique. Regardons quelques exemples. Prenons le magnésium, Mg. On le trouve sur la ligne 3 dans le bloc S. Il fait partie de la famille des alcalino-terreux et il a 2 électrons de valence. Hop, autre exemple, le brome, Br. Ligne 4, bloc P, famille des halogènes, 7 électrons de valence. On voit bien que sa position, c'est sa carte d'identité chimique complète. C'est direct. Maintenant qu'on sait lire cette carte, on peut partir en exploration. On va visiter quelques-uns des quartiers les plus connus, ces fameuses familles chimiques où les éléments ont des traits de caractère vraiment très marqués. Tout à gauche, dans la première colonne, on trouve les alcalins. Leur point commun? Un seul petit électron sur leur dernière couche. Et cet électron, c'est un peu une patate chaude. Il ne rêve que d'une chose, c'est de s'en débarrasser au plus vite pour être plus stable. C'est précisément cette envie de perdre un électron qui les rend si incroyablement réactifs. Maintenant, sautons complètement à l'autre bout du tableau, dans l'avant-dernière colonne, le groupe 17, les halogènes. Eux, c'est tout l'inverse. Il ne leur manque qu'un seul électron pour que leur couche externe soit pleine et stable. Du coup, ils sont obsédés par l'idée de voler cet électron à quelqu'un. Ça en fait aussi de grands réactifs, de vrais pickpockets d'électrons. Et pour finir, tout à droite, dans la dernière colonne, on a l'aristocratie du tableau, les gaz rares. Eux, leur dernière couche est complète, saturée. C'est la perfection, le nirvana électronique. Résultat, ils sont hyper stables, pas du tout réactifs. Ils n'ont besoin de personne et ne se mélangent pas. Ce sont un peu les grands sages du monde des atomes. Ok, maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Ce qui est formidable avec cette carte, c'est qu'on peut y voir des tendances générales, un peu comme des courants marins ou des climats qui la traversent et qui nous permettent de faire des prédictions. Première grande tendance, la taille des atomes, leurs rayons. Alors logiquement, quand on descend dans une colonne, on ajoute des couches. Donc forcément, l'atome grossit. Facile. Mais, et c'est là que c'est contre-intuitif, quand on se déplace de gauche à droite sur une même ligne, l'atome, il rétrécit. Mais pourquoi? Simplement parce que le noyau se charge de plus en plus en protons positifs. Il devient un aimant de plus en plus puissant qui tire les électrons plus fort vers lui. Et cette histoire de taille, ça a une conséquence directe sur l'énergie d'ionisation. C'est l'énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome. La logique est implacable. Plus un électron est proche du noyau
est bien tenu, donc à droite du tableau, plus c'est difficile de lui dire au revoir. Et inversement, plus il est loin, en bas du tableau, plus c'est facile de le shipper. Mais attention, comme toute bonne carte, la nôtre a aussi ses petites anomalies, ces zones un peu spéciales où les règles généraux ont quelques ratés. Et c'est ça qui rend le voyage encore plus passionnant, parce que la nature est toujours un peu plus subtile que la théorie. Regardez cette anomalie, elle est géniale. Normalement, l'énergie d'ionisation devrait augmenter en passant de l'azote à l'oxygène. Mais non, elle diminue un peu. La raison, c'est une question d'harmonie. Imaginez que la sous-couche de P est un canapé avec 3 places. L'azote a 3 électrons. Parfait. Il en met un par place, tout le monde est à l'aise, c'est une configuration hyper stable. L'oxygène, lui, a un 4e électron. Il est obligé d'en asseoir 2 sur la même place. Forcément, il se gêne, il se repousse un peu. Cet électron, mal installé, est donc un peu plus facile à enlever. C'est un petit détail, mais ça montre toute la finesse des règles de la mécanique quantique. Allez, une dernière tendance clé de la route, l'électronégativité. C'est un mot un peu barbare pour dire quelque chose de simple. C'est la capacité d'un atome à attirer les électrons vers lui quand il est lié à un autre atome. La tendance est logique, elle augmente en allant en haut et à droite du tableau. Et le grand champion, le plus gourmand en électrons, c'est le fluor. Donc si on doit retenir une seule chose, c'est ça. Le tableau périodique, ce n'est pas un catalogue, c'est un outil prédictif surpuissant. Le génie de ce truc, c'est sa structure. Juste en regardant où se trouve un élément sur cette carte, on peut deviner sa taille, sa réactivité, le genre de liaison qu'il va former. C'est un pouvoir absolument extraordinaire pour les chimistes et les physiciens. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion. Si chaque atome, chaque petite brique de l'univers obéit à ces règles si élégantes, si prévisibles, simplement en fonction de sa place sur la carte, alors imaginez un instant les possibilités infinies, la complexité et la beauté des choses qu'ils peuvent construire en s'assemblant. Les molécules, les matériaux et même la vie. Tout ça découle de ces règles. Finalement, cette carte, ce n'est que le point de départ de l'exploration.